Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Investir et accompagner les business fintech de demain. Pascal Bouvier, Managing Partner de Middle Game Ventures à Luxembourg. Il y a des fonds qui apportent vraiment un savoir-faire. Donc c'est un savoir-faire qui est soit vertical, soit horizontal, soit les deux, pour un fonds qui s'y connaît vraiment bien. Dans cet épisode, Pascal nous fait découvrir les différences fondamentales qui existent dans le capital risque entre les États-Unis et l'Europe, que ce soit la vitesse d'exécution des fonds, la culture, la structuration de l'investissement, la due diligence ou le modus operandi d'un tour de table à l'autre. Créé au cœur de l'Europe, Middle Game Ventures investit prioritairement en fintech dans des business en B2B et B2B2C. Nous parlons ensemble de la nature de l'apport des fonds de VC, que ce soit sur une verticale ou à l'horizontale, apport également rendu possible grâce à un réseau de partenaires privilégiés. Vous verrez également comment Pascal a composé avec le CEO d'une des sociétés du portefeuille un tour d'investissement qu'il leadait pour choisir au mieux les autres investisseurs à faire rentrer au capital. Nous revenons sur la dynamique haussière des valorisations avec des mastodontes comme Tiger et SoftBank. Enfin, cet investisseur aguerri nous fait découvrir 3 sociétés du portefeuille de Middle Game et notamment Blockpit et CoinFirm qui sont à la lisière entre l'analyse de données, l'IA et la crypto. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Pascal. Bonjour Solène. Merci d'avoir accepté mon invitation que je t'ai lancée en fait il y a un peu plus d'1 an. Je ne sais pas si tu te souviens. Donc j'ai pris le temps de dire oui. Ouais. C'est ce que tu me dis en pointillé. Tout à fait. Mais merci, tu as accepté, c'est l'essentiel. Alors, je suis enchantée de parler avec toi aujourd'hui, de parler d'un sujet que j'ai abordé au fil de l'eau sur différents épisodes que j'ai fait avec des VC. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de FinScale ? Oui, bien sûr. Donc, Pascal Bouvier, je suis le cofondateur et le managing partner de Middle Game Ventures, un fonds en fintech qui investit dans des modèles de B2B et B2B2C en Europe. Ça fait maintenant depuis une douzaine d'années que je fais ça, avec 2 autres fonds avant de créer Middle Game Ventures. Avant, j'ai été dans le milieu des startups. J'ai créé des startups à moi avec des cofondateurs. Et puis, j'ai bossé sur des startups d'autres personnes, ainsi que des petites et moyennes entreprises qui étaient toutes dans le service au logiciel et les logiciels aux entreprises aux États-Unis. Et avant ça, donc je me date, il y a très longtemps, j'ai travaillé dans le milieu bancaire pour une banque française qui n'existe plus après avoir travaillé avec eux et une banque japonaise qui n'existe plus. Et donc, à mon avis, les banquiers dans le monde entier sont très contents que je ne travaille plus dans la banque parce que soit par causation, soit par corrélation, à chaque fois que je travaille dans une banque, elle n'existe plus. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, tu ne l'as pas précisé dans ton intro, mais tu as travaillé longtemps aux États-Unis. Tout à fait. Et donc, je voulais commencer par ce point-là, parce que je trouve que c'est intéressant que tu nous donnes un retour d'expérience. Dans le milieu du venture capital, quelles sont pour toi les grandes différences qui existent entre les États-Unis et l'Europe ? Tout d'abord, les choses vont beaucoup plus vite. La décision se fait plus rapidement. Les tiers, prestataires de services qui facilitent un investissement, ou tout ce qui doit se passer avant un investissement, pendant l'investissement et après l'investissement se passe beaucoup plus vite aussi. Et la façon de structurer l'investissement avec toute la due diligence d'un point de vue légal et réglementaire s'il y a, se passe aussi beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que les choses sont... j'hésite à dire rodées, parce qu'en Europe aussi les choses sont rodées, mais les choses sont quand même beaucoup plus simples, étant donné qu'il y a des façons de faire d'un tour de table à un autre qui sont déjà bien aplanies, bien clarifiées, et qui sont relativement homogènes partout aux États-Unis. Okay ? Même s'il y a certaines différences entre la côte Est et la côte Ouest, les choses sont relativement simples. On sait où on va quand c'est une boîte qui est en seed, en A, en B, en C. On sait exactement ce que cela va nous coûter à peu près avec un cabinet d'avocats et tutti quanti. En Europe, il y a plusieurs pays. Je ne t'apprends rien, il y en a même pas mal. En tout cas, en Union européenne, il y en a 27. En Europe, il y en a plus. Et d'un pays à un autre, la loi est un peu différente. La loi des entreprises est un peu différente. La façon de faire est un peu différente. Et les choses sont un peu plus lourdes. Ce qui fait que pour arriver à clôturer un investissement, il faut s'armer de patience parfois
Et il faut faire un travail un peu plus approfondi et un peu plus dans les détails qu'aux États-Unis. Alors, à part cette partie technique, les choses en dehors de ça, d'un point de vue purement commercial, sont relativement les mêmes. On regarde le marché, on regarde l'équipe et on regarde le produit, le service ou la plateforme. On fait ça que ce soit aux États-Unis ou on fait ça que ce soit partout en Europe. La petite différence étant qu'il y a toujours un tout petit déficit qui tend à se combler d'une verticale à un autre ou d'un écosystème à un autre dans l'expérience de l'équipe par rapport aux États-Unis. Ça l'était, et c'était beaucoup plus prononcé, mettons, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça l'est de moins en moins maintenant. Donc d'un point de vue commercial, les choses sont relativement plus homogènes et on a tendance à trouver des startups un peu de la même façon, à parler avec des startups un peu de la même façon, à se dire, bon, est-ce que cette équipe va tenir la route un peu de la même façon, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Maintenant, il y a des exceptions, comme la grammaire française, il n'y a que des exceptions. Et ces exceptions ont attrait aux différents écosystèmes dans lesquels on investit. Donc, si c'est un écosystème qui est relativement établi, où on a déjà investi depuis pas mal de temps, les choses sont à peu près les mêmes aux États-Unis et en Europe. Si c'est un écosystème qui émerge, à ce moment-là, dépendant de où il émerge, les choses deviennent un peu plus sophistiquées plus rapidement dans cet écosystème ou dans cette juridiction. Okay ? Et ce n'est pas forcément, à tous les cas, aux États-Unis que ça commence. D'un point de vue de tout ce qui est DeFi, crypto, blockchain, ça a commencé beaucoup plus aux États-Unis. Toutefois, d'un côté de open banking en dérivé de la PSD2, donc je ne connais pas l'acronyme en français, mais bon, bref, les auditeurs s'y retrouveront. D'un point de vue de structuration légale de l'open banking, open finance, etc., les choses ont commencé un peu plus d'une manière sophistiquée en Europe et tout au moins en Union européenne. Donc ces différences, ces nouveaux écosystèmes qui émergent font que soit il y a des investissements qui sont un peu plus intéressants ou un peu plus sophistiqués à faire dans une géographie plutôt que dans d'autres, et c'est pas à tous les cas aux États-Unis que ça commence. Tout à fait. Et sur un tour, est-ce que ça fait une différence quand tu vas avoir que des investisseurs américains ou des investisseurs américains européens sur les sociétés dans lesquelles vous investissez, vous ? Est-ce qu'il y a une nouvelle dynamique, une autre dynamique qui se met en place ? Écoute, il y a toujours je dirais pas un problème, mais il y a toujours un aspect culturel, si tu veux. Tu as des investisseurs français, belges, néerlandais, allemands, italiens. Culturellement, ils ont une approche qui est un tout petit peu différente qu'un investisseur américain. Mais ça, c'est pas forcément d'un point de vue de venture, à proprement parler. C'est d'un point de vue de... ton VC américain, il a derrière lui, espérons qu'il a plus de 18 ans, il a derrière lui une vingtaine d'années de formation à l'école, à l'université, dans la société, etc., etc. Donc il arrive avec des préjugés, des a priori qui sont très, très américains. Et ça, il faut déchiffrer ça. Il faut savoir avec qui tu travailles, comment ils décident, de quelle manière ils appréhendent le risque. Et je dirais que c'est beaucoup plus culturel qu'autre chose. Alors maintenant, quand est-ce que tu fais un brassage entre des investisseurs américains et des investisseurs européens sur la même boîte, okay ? Donc c'est parce que ça ne se passe pas automatiquement tout le temps. Généralement, soit c'est un fonds américain qui a une activité en Europe. Avant, c'était beaucoup plus un personnel américain qui travaillait là-dessus. Maintenant, c'est de plus en plus un personnel européen. Petit A. Petit B, un fonds américain qui arrive dans une start-up, il n'est pas implanté en Europe, mais il investit dans une start-up parce que cette start-up européenne travaille sur un marché qui est très très important aux États-Unis. Et donc, le fonds est intéressé à amener cette start-up aux États-Unis. Et vice-versa. Un investisseur européen regarde une start-up américaine qui a un marché très important en Europe et va vouloir investir dans cette start-up. Donc dans ces cas de figure, je dirais que c'est un développement à double sens. Ou à triple sens même. Il faut que la start-up soit en bon terme avec l'investisseur américain et avec l'investisseur européen. Et il faut que l'investisseur européen et l'investisseur américain se comprennent un peu pour qu'il y ait cette recette ou cette mayonnaise prenne, ou cette recette prenne sens. Et là, il faut se cantonner à ce que l'on sait.
tout en sachant qu'on a des approches culturelles différentes. Donc on sait comment grandir une activité commerciale sur son marché aux États-Unis, que ce soit la côte Est ou la côte Ouest ou tous les États-Unis. Et de l'autre côté, on sait comment faire pour aller d'un pays européen à un autre. Et s'il y a un mauvais casting sur un des deux investisseurs, c'est là où les choses commencent à gripper. C'est quoi un mauvais casting? Comment tu définirais ça? Par expérience? Un mauvais casting, c'est une start-up européenne avec un investisseur européen et ils prennent un investisseur américain, mais c'est la première fois que ces investisseurs investissent dans une start-up européenne. Ouais. Ils ne savent pas trop comment amener cette approche commerciale et cette technologie aux États-Unis et faire un scaling, un scale-up. Ça, c'est un risque, et c'est un risque de mauvais casting. Ouais. La même chose de l'autre côté, bien évidemment. Ou alors, cette entreprise, ce VC américain sait faire des scale-up, mais pas dans la verticale dans laquelle ils ont investi. Donc, il y a... C'est ballot. Il y a tout plein... Ouais, c'est dommage. Hein. Donc, il y a tout plein de cases à cocher, si tu veux, et il faut les cocher d'une manière judicieuse. Pour savoir comment arriver à cette alchimie, pour avoir en fait des investisseurs qui se complètent plutôt que qui se regardent en chien de faïence et qui ne savent pas aider la start-up. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler des stratégies? Alors, je sais que tu n'en fais pas partie, mais je suis sûre que tu as un avis sur la question de Tiger et SoftBank en Europe. Comment est-ce que ces fonds se positionnent? Écoute, là, tu me poses une colle. Hein. Vraiment, je sais pas quoi. Je peux te répondre d'une manière générale, si tu veux, du fait que les taux d'intérêt continuent à être relativement bas, du fait qu'il y a énormément de liquidités qui essaient de rechercher du yield. Et ben, tout ce qui est actif alternatif est par définition très intéressant pour des investisseurs qui investissent dans des fonds et des general partners. C'est pas seulement pour des general partners d'une manière générale, mais c'est pour des general partners qui sont dans le capital risque, dans le venture capital. Ce qui veut dire que tu as tellement de capitaux qui essaient de rechercher les bonnes idées que avant tu avais des fonds qui investissaient sans trop grande compétition dans des boîtes assez jeunes. Et maintenant, tu as ces mêmes fonds en venture qui voient arriver des Tiger, des SoftBank, des DST, des EQT, des gros monstres, si tu veux, qui investissent de plus en plus tôt. Et aussi de plus en plus souvent dans le plus en plus tôt. Et donc ça induit une dynamique sur les valorisations, d'un point de vue compétitif sur comment on se positionne pour démontrer à la start-up qu'on est le bon fonds avec qui rentrer en partenariat pour les 7-8 prochaines années. Et ça, c'est pas trop une stratégie spécifique, si tu veux. Pour ces grands groupes, pour ces gros investisseurs, parce qu'ils ont besoin de trouver d'autres investissements, parce qu'ils ont tellement de capitaux qui leur sont offerts. Et donc, ils investissent de plus en plus tôt. Maintenant, à répondre à quelle est leur stratégie d'un point de vue d'une verticale spécifique, ça, j'en ai absolument aucune idée. Oui. Là où ils trouveront les prochaines licornes, si tu veux. Mais, ouais. Alors, un point que tu as soulevé tout à l'heure, c'est la capacité qu'ont les fonds à accompagner les entrepreneurs dans lesquels ils croient. De ton point de vue, parce qu'on entend vraiment les deux. Moi, j'entends les deux, c'est-à-dire des VC qui vont me dire « Non, mais de toute façon, mes entrepreneurs, ils sont intéressés que par l'argent que je vais leur filer. » Alors que d'autres vont beaucoup appuyer sur la valeur ajoutée qu'ils apportent, le réseau auquel ces entrepreneurs vont avoir accès. C'est quoi pour toi l'apport? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter aux entrepreneurs dans lesquels tu investis et de quelle nature d'apport on parle? Je pense qu'il y a une sélection naturelle qui s'opère. Et quand un groupe d'entrepreneurs avec une start-up ne veulent que du capital d'un fonds qui va investir chez eux, eh ben, super pour eux. Voilà. Et s'ils me demandent, je leur dirai non. Ouais. Et il y a effectivement des fonds d'investissement qui ne savent faire que ça, placer de l'argent. Mais écoute, je pense qu'il y a un bon mariage qui s'opère là-dessus, entre une boîte qui n'a un intérêt que pour le capital et un fonds d'investissement qui n'a intérêt que d'investir du capital. Et si ça marche pour ces deux acteurs, tant mieux. Tant mieux, exactement. Et la sélection s'opère de la même manière sur l'autre côté, le revers de la médaille, qui est il y a des fonds qui apportent vraiment un savoir-faire.
Donc c'est un savoir-faire qui est soit vertical, soit horizontal, soit les deux, pour un fonds qui s'y connaît vraiment bien. Un savoir-faire vertical. Moi, j'investis depuis une douzaine d'années dans les technologies financières, donc la FinTech, nom porte-manteau que tout le monde connaît. Avant ça, je travaillais dans le milieu bancaire. Mes associés de même. Donc on a même à peu près une cinquantaine d'années, soit en opérateur, en cumulé, soit en opérateur, soit en investisseur dans cette industrie. Donc on connaît tous les problèmes réglementaires, les problèmes de compliance, et quand même les problèmes de paiement spécifiques à cette suite verticale, de la gestion d'actifs, des marchés des capitaux, du crédit, etc., etc. Et pour des entrepreneurs qui même en sont à leur deuxième ou à leur troisième start-up, ça vaut très très cher d'avoir un fonds qui s'y connaît très très bien, avec des associés qui s'y connaissent très très bien dans cette verticale. Okay, ça c'est point numéro 1. Et s'il y a un VC qui me dit moi j'apporte rien là-dedans, alors ça je me demande s'ils vont lever leur deuxième ou leur troisième fonds. Voilà, c'est ça. Ensuite, tu as l'apport horizontal. Okay, je peux te donner un exemple par rapport à ce que nous on fait, que ce soit un peu plus pratique plutôt que général. Avant d'investir, j'avais créé mes propres boîtes ainsi que mes associés. Donc on amène un savoir-faire d'une idée à un scale-up avec la boîte arrive à un statut de licorne ou est introduite en boîte. J'ai tout fait. Ainsi que mon autre associé cofondateur, Michael. Ce qui veut dire qu'on peut aider un PDG ou son équipe dirigeante à naviguer et à éviter les pièges et à adopter ce qu'on appelle en anglais best practices. Okay? La façon d'amener des introductions commerciales, quand une boîte veut vendre en B2B, la façon d'amener d'autres investisseurs qui pourraient aider d'une manière différente de ce que l'on aide. Tout ça est très important, c'est un certain savoir-faire. Okay? Et ça, nous, on le fait du début jusqu'à la fin. Puis ensuite, il faut se dire qu'on ne peut pas tout faire. Okay. Oui, tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps et on n'a pas le budget, etc., etc. Donc, on crée en fait un réseau de partenaires privilégiés qui nous aident sur certains points qui, d'une manière ponctuelle, vont aider la start-up. D'accord. Donc ça, c'est le recrutement, les ressources humaines. C'est tout ce qui est la partie outsourcing, que ce soit en produit, en design, en ingénierie logicielle, etc., etc. Que ce soit en coaching and mentoring des équipes dirigeantes et du PDG. Nous, on a toute une liste avec de toutes les choses que l'on peut apporter, soit en notre nom propre, soit au travers de nos partenaires privilégiés avec qui on fait ça depuis une dizaine ou douzaine d'années. Et ça vaut quelque chose si tu veux, parce qu'on met notre nom et notre signature sur les gens qui peuvent aider à un certain moment donné ces startups. Donc ça sort pas d'un chapeau, c'est pas quelque chose qu'on a dit d'une manière gratuite. Ce sont des gens avec qui on a travaillé et retravaillé sur un moment de start-up. Et on peut orchestrer ça et faire les intros au bon moment. Ouais. Et donc, quand tu lis toutes ces choses, tu apportes vraiment une valeur ajoutée et un savoir-faire sans pour autant t'approprier la croissance de la boîte. Parce qu'encore une fois, on est seulement investisseur et c'est le PDG et l'équipe dirigeante sur laquelle on a parié et en qui on croit qui vont faire croître la boîte. Okay. Donc on amène une aide quand on nous le demande à 80% des cas. Ou alors quand on pense que l'aide va être assez importante et bénéfique parce qu'on anticipe à N+1, N+2, qui aurait peut-être des problèmes qui pourraient arriver. Et alors, pardon, je te coupe, mais alors sur un tour où tu vas avoir, mettons, une série A avec 10 investisseurs au capital, si tu n'es pas lead, du coup, quelle est ta place? Ou même si tu es lead, peu importe, comment est-ce que chacun se répartit les rôles dans les investisseurs? Je pense que ça se fait d'une manière implicite et explicite. Déjà, si tu es lead ou co-lead, tu vas avoir un siège au board sur le directoire. Et donc, tu vas avoir un vote. Tu vas être engagé d'une manière fiduciaire parce que tu représentes la boîte. Donc, ça, c'est relativement important. Les autres investisseurs qui ne sont pas lead ou co-lead peuvent être observateurs ou voir de loin. Quand tu as un bon lead
qui orchestre un tour de table avec le PDG d'une boîte qui lève son tour de table, les deux parties se mettent d'accord pour voir leur liste respective d'investisseurs, les investisseurs qui ont déjà contacté la start-up, les investisseurs que nous, le lead, par exemple, je nous prends pour exemple, nous pouvons amener à la table. Et il y a tout un travail, si tu veux, où on se dit, OK, qu'est-ce qu'on recherche ? Est-ce que c'est un apport stratégique ? Est-ce que c'est un apport commercial ? Est-ce que c'est un apport de capital pour les prochains tours de table ? Quelle est l'expertise, le savoir-faire de ces investisseurs ? Et on essaie de créer ce tour de table avec 2, 3, 4, 5 fonds, enfin il n'y en a pas d'état, mais qui sont complémentaires, qui apportent quelque chose de différent. Donc si ça s'est fait en amont, tu vois, d'une manière réfléchie, après tout coule de source. Oui. Tu as les gens qui sont sur le board et qui ont un vote sur le board, et puis tu as les autres qui savent qu'ils amènent un certain savoir-faire ou certaines intros tout au long du temps où ils seront investis avec cette boîte. Si tu n'as pas eu cette concertation, si tu as eu une des parties, soit le fonds en lead, soit le PDG qui s'approprie la création de ce tour de table, tu as généralement un peu plus de problèmes quand tu as cette orchestration de qui peut aider dans quoi. Donc, ce que j'ai vu, moi, de la plupart des cas où ça s'est passé, tu as 6-7 mois où les choses se tassent un peu et on se regarde un peu, on s'explique, on se dit qu'est-ce que je peux apporter, et moi, et si, etc. Mais, encore une fois, quand tu as des gens qui savent faire ça et qui savent créer vraiment un bon tour de table, ça se fait d'une manière très naturelle. Tout à fait, mais je pense à ça parce que c'est vrai que ça s'accélère de plus en plus et tu vois des sociétés qui arrivent à faire série A, B, C en moins de 2 ans avec derrière une vingtaine d'investisseurs différents. Donc c'est pour ça que la question est légitime de savoir finalement comment tout ça se met en place. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une autre interprétation, comme il y a toujours beaucoup d'interprétations. Donc c'est une interprétation straussienne qui fait que quand tu as une boîte qui a le vent en poupe, qui a un marché, une opportunité assez grande et qu'il y a tellement de capitaux, il y a une accélération qui sont présents et prêts à investir. Il y a une accélération des tours de table. Et ça, c'est pas nécessairement du fait de je vais avoir énormément de fonds qui vont m'aider d'une manière différente, mais si je peux avoir tous ces fonds, l'entreprise avec laquelle je suis en compétition et les deux autres entreprises avec lesquelles je suis en compétition ne vont pas avoir ces fonds. Et donc je me les approprie, si tu veux, pour mes prochains tours de table. Donc ça devient, d'un point de vue d'ingénierie financière, ça devient un vecteur stratégique qui aide la start-up qui arrive à faire ça d'une manière relativement correcte, si tu veux. Ouais. Je fais énormément de tours de table beaucoup plus rapidement, mais en même temps, j'ai, d'un point de vue commercial, ça suit, quoi. Oui, tout à fait. Je fais 5, 6, 7 tours de table et ça ne suit pas du tout. Comme un mauvais soufflet, ça va retomber et ça va faire très très mal. Tout à fait. Merci. Écoute, c'était super intéressant. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de Middle Game Ventures et particulièrement de la thèse d'investissement de votre fonds. Et puis, si on a encore un petit peu de temps, que tu nous parles de quelques investissements que vous avez déjà fait dans le portefeuille. Oui, tout à fait. J'y ai pensé ce matin, juste pour toi. T'as pensé à quoi? Ma nouvelle thèse d'investissement. Vas-y. Et elle est schizophrène. Alors attends, j'appâte le client quand même. Hein. Trêve de plaisanterie. Nous investissons dans des startups qui sont à l'intersection de la Web 3.0 et des plateformes et des solutions de la troisième vague FinTech qui va pouvoir aider à apporter ses produits et ses services financiers à la Web 3.0. Voilà. D'accord. Donc, une grosse partie d'automatisation intelligente avec une bonne utilisation des données. Et une autre partie qui nous fait regarder à des startups qui soit créent des services et des produits qui aident à structurer un marché plus décentralisé, soit qui créent ces infrastructures propres plus décentralisées. D'accord. Et tout ça dans un milieu de services financiers. Donc encore une fois, marché des capitaux,
gestion d'actifs, paiement, assurance et crédit, qui sont les 5 écosystèmes qui, pour nous, font le tout des services financiers, de cette industrie des services financiers. Voilà. Parfait, c'est très clair. Alors, moi je pensais à 3 boîtes du portefeuille, mais on peut en prendre d'autres. Blockbit, Nextgate Tech et Capdesk, pour essayer de comprendre justement, suite à ce que tu viens de nous décrire, comment ces investissements se sont faits, comment vous avez été amené à rencontrer ces sociétés, et puis qu'est-ce qui vous a convaincu finalement d'investir. Commençons par Blockbit. C'est une aide pour l'instant au marché de la crypto et des actifs digitaux. Et c'est une boîte qui a créé des services pour calculer ses impôts. Parce que tout le monde paye ses impôts. Enfin, tout le monde devrait payer ses impôts. Je te regarde. Mais... je paye. Et sur la crypto aussi. Et sur la crypto aussi. Voilà. Donc ça tombe dans cette case. Blockbit tombe dans cette case. Cela faisait maintenant depuis 1 an et quelques, 1 an et demi, que je recherchais une boîte avec ce profil, après avoir vu une boîte américaine d'ailleurs, qui avait ce même profil et qui avait levé des capitaux relativement importants. Et après avoir parlé avec 2-3 entreprises, que ce soit en France, en Espagne ou dans les pays nordiques, je suis tombé sur Blockbit, qui est en Autriche, en dehors de Vienne. Quelques kilomètres de Vienne, et j'ai commencé à parler avec le PDG. On a tissé un lien, et j'étais très heureux quand il m'a choisi pour que MGV fasse le lead de leur Series A. C'est simple, la crypto explose pour l'instant. Pas les problématiques, mais toutes les opportunités dans la fractionnalisation des actifs, dans la tokenisation des actifs, on en parle presque tous les jours. Toutes ces technologies, toutes ces innovations qui sont purement dans la crypto vont être adoptées d'une manière ou d'une autre dans les services financiers. Et les actifs vont être émis et représentés d'une manière différente qu'ils le sont maintenant. Tout à fait. En dehors des actifs crypto. Ce qui fait que des boîtes comme Blockbit sont intéressantes pour l'instant in fine parce qu'elles travaillent dans la crypto, mais que demain elles le seront parce qu'elles travaillent sur tous les aspects d'investissement dans n'importe quel actif. Donc voilà l'investissement. Il y a une partie qui est crypto blockchain, et puis il y a une autre partie qui est d'analyse des données relativement poussée, avec une taxonomie qui est créée sur des règles de fiscalité qui ne sont peut-être pas évidentes pour le commun des mortels, ou même pour la plupart des entreprises. Donc, c'est ce qui nous a attirés. Et pour revenir à l'autre question que tu m'as posée, comment est-ce qu'on a plusieurs fonds d'investissement qui aident une start-up, j'ai essayé avec le PDG de Blockbit de trouver et d'inviter plusieurs fonds à participer à notre tour de table et à les sélectionner justement pour ça. Nextgate Tech. Alors Nextgate n'est pas dans le monde de la crypto, mais touche la partie de ce que j'appelle une plus grande transparence et une plus grande optimisation de calcul financier. Ce que je ne savais pas avant de parler avec le PDG de Nextgate, c'est que dans le monde de la gestion institutionnelle d'actifs, de calculer la NAV, la valeur d'un fonds qui est coté en bourse d'une manière publique, est très 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 problématique. Très manuel. Sur Excel. Comme process. Alors je ne sais pas s'il n'y a que de l'Excel, mais... Beaucoup. Peut-être qu'il y a du Lotus 1, 2, 3 ou du Jazz, mais... très problématique, très manuel, avec beaucoup d'erreurs, avant le calcul, pendant le calcul, après le calcul, ce qui fait que toutes les parties qui sont impliquées dans le calcul d'une NAV, alors un auditeur, Fund Services, Fund Accounting, une banque dépositaire, le GP, l'AIFM s'il y a un AIFM, enfin bref, il y a au moins une dizaine d'acteurs, s'en mêlent les pinceaux avec ces calculs. Et Nextgate donc a créé avec une partie d'intelligence artificielle une manière de valider la NAV, le calcul de NAV,
beaucoup plus rapide, avec beaucoup moins d'erreurs et beaucoup moins de problèmes. Ce qui fait que le retour sur investissement est faramineux pour tous ces acteurs. C'est pas une boîte qui, par définition, est sexy, si tu veux. Calculer la fiscalité sur les actifs en crypto, tu te dis, il y a un truc quand même. Hein. Là, pour faire une validation de NAV, mais j'aime bien j'adore ce genre de boîte, parce que ce sont des problèmes que peu de gens connaissent. C'est un gros pain point business. Hein. Exactement. Ce sont des problèmes que peu de gens connaissent et apprécient, et on peut vraiment se différencier quand on investit dans des boîtes comme ça. Donc voilà la deuxième, qui est la partie qui est moins émission d'actifs, actifs digitaux, actifs crypto, qui est beaucoup plus dans l'automatisation de process de calcul dans l'industrie des services financiers, qui est une des métathèses qui nous intéresse énormément aussi. Je pense que tu avais une... J'avais CapDesk encore. Tu avais CapDesk, il y avait une troisième... Je sais pas, si on a encore un tout petit peu de temps. J'en profite. D'accord. Écoute... Je vais prendre une autre. Allons-y. Une autre que CapDesk. Et on va retourner dans le monde des cryptos. On a investi dans une boîte polonaise qui s'appelle CoinFirm et qui, elle, a créé une plateforme en service, en SaaS, de AML KYC sur toutes les transactions et les wallets dans le monde de la crypto et des actifs digitaux. En se disant, comme avec les calculs d'imposition, que tu as une explosion d'adoption dans la crypto, que deux, les choses vont être adoptées d'une manière différente dans d'autres actifs qui ne sont pas endogènes à la crypto, et qu'il y a certains process, dont l'AML KYC, qui doivent être très importants à créer d'une manière bien différente que ces process sont faits dans le monde fiat. Exact. Pour que cette adoption puisse arriver à terme, si tu veux. Si tu n'as pas une bonne compliance et un bon AML KYC sur tout plein de transactions, tu vas avoir beaucoup d'investisseurs institutionnels, que ce soit ou des acteurs dans le buy side ou dans le sell side, qui vont y penser à deux fois. Et donc c'est pour ça qu'on a investi dans CoinFirm. Et CoinFirm... Et vous avez été early investor ? On a fait une note convertible avant le Series A, et là on vient de clôturer un Series A à plus environ 9 millions de dollars, avec 3 autres fonds d'investissement d'ailleurs là-dessus. Et CoinFirm, un peu comme Blockpeak et un peu plus que Blockpeak, est vraiment à la lisière ou à la frontière entre l'analyse de données, tout ce qui est Artificial Intelligence, Advanced Data Analytics, Machine Learning, et le monde de la crypto. Très intéressant. Pour pouvoir analyser énormément de transactions sur des ledgers distribués, sur de la blockchain, sur des protocoles différents, en Layer 1, en Layer 2, etc., sur des acteurs centralisés comme les exchanges, sur des acteurs décentralisés comme toutes les wallets, on-chain ou off-chain, etc., il faut se lever de bonne heure. Ouais. Ce que je fais, ce que je n'arrive même pas à faire. Ok, écoute, c'était passionnant. C'est quoi vos prochaines étapes chez Middle Game ? Écoute, on est à 4-5 semaines de clôturer un petit fonds en seed dans lequel on va investir dans des entreprises un peu plus jeunes que notre fonds principal, qui investit dans le A, A-, A+. Et on va pratiquement, dans les jours qui viennent, commencer à lever notre deuxième fonds, A. Exactement. Ouais, donc on est très occupés. Génial. Et quel livre tu nous recommandes ? Je sais que tu es très érudit, Pascal, donc je suis sûre que tu as un livre auquel on ne s'attend pas à nous recommander. Oh là là, il faut toujours relire Albert Camus, donc n'importe quel livre de Camus, ça ira. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt. Merci, Solène. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!